Journée portes ouvertes. Découvrez tous les événements proches de chez vous sur le site fêtedelaradio.com et sur les réseaux sociaux. Né sur les hauts plateaux éthiopiens il y a plus de 1000 ans, il est depuis devenu le symbole de l'art de vivre à l'italienne. Chaque jour, il est dégusté fumant ou frappé, en espresso, ristretto ou allongé. C'est le parfum de vos petits matins et une source d'inspiration pour les plus grands chefs. Le café, c'est toute une histoire. C'est toute notre histoire. Comment le préparer, le servir, découvrir les meilleures recettes? Retrouvez tout l'univers du café et de l'espresso sur lavazza.fr. Lavazza, l'expert de l'espresso italien depuis 1895. Bonjour à tous, bonsoir. Alors on célèbre aujourd'hui l'anniversaire de ces 40 ans de Radio Libre. Et pour Radio Pluriel, on est là. Et dans cette journée mémorable, eh bien, on inscrit un invité de marque. Puis d'autant qu'on reprend notre émission après une période trouble, fermée et tout ça, où on ne pouvait plus recevoir d'invités. Donc le premier invité pour la reprise, c'est Jean Ducreux. Je suis vraiment honoré. Bonsoir Michel, bonsoir André. Bonsoir. Alors Jean Ducreux récidive chez nous, j'allais dire tri-récidive, mais ça ne doit pas exister en français. Parce que chaque fois qu'il écrit un livre, une trilogie, donc il vient nous en parler, voilà. Et donc là, c'est plus... peut-être une trilogie, on en parlera après, mais c'est un nouveau roman policier, polar. On aime bien les polars de Jean Ducreux parce qu'il se passe dans notre coin, à nous, oui. Dans la vallée du Forêt. Oui, dans la plaine du Forêt, dans la plaine du Forêt, dans du Lyonnais. Et puis là, carrément, à Lyon. Et là, on est à Lyon et on y reste pratiquement tout le temps, quoi. Parachutage, place Bellecour. C'est-à-dire la plus grande place voilà, c'est, piétonne d'Europe. J'ai habité quand même quelques années et puis j'avais envie de raconter un petit peu ce que j'ai pu y voir. Et j'espère que j'ai réussi, mais bon, toujours avec un fond de réalité, mais aussi un trait un peu caricatural qui permet de prendre des distances et puis de créer un peu d'espace humoristique, on va dire. Alors quand j'ai vu le titre, j'ai dit salsa piquante. D'abord, j'arrête pas de dire salsa caliente parce qu'on avait cette émission à la radio. Ah bon, donc j'ai oublié de présenter nos trois. Il y a Jean Ducreux qui est là, et puis il y a André Jacquier qui est là, notre lecteur favori, qui va lire avec sa voix superbe, qui traverse là, et qui est un vrai Lyonnais aussi comme moi. Donc on est des vrais Lyonnais, donc on est très attentifs dans ce roman. Je suis un Lyonnais parachuté, puisque je suis à Lyon simplement depuis 2007, quand j'ai commencé à travailler à la Doua, mais ça fait quand même 14 ans, c'est pas mal. Non, mais là, nous sommes nés à Lyon, hein, donc nous connaissons toutes ces rues, nous connaissons les odeurs, nous connaissons les lieux, nous connaissons les personnages, et l'évolution aussi. Oui, tous les coins de Lyon, donc moi je me balade... dans le livre, partout, y compris dans des petites rues absolument inconnues où il se passe des choses, mais on le dira tout au long de notre voyage, parce que c'est un vrai voyage. Alors, salsa piquante, le moineau de Bellecour, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, pourquoi le moineau de Bellecour? C'est le surnom de mon détective privé, qui est un détective privé qui détonne complètement dans le concert des polars français, parce que c'est un type qui est extrêmement bienveillant, qui ne porte pas d'armes, sinon la vieille pétoire de son grand-père qui retrouve au grenier, dont il ne va pas se servir, en fait. Et puis, j'avais envie d'exorciser le marasme ambiant, donc j'ai fait un roman feel good. L'histoire policière aurait pu se raconter de manière complètement différente. Là, on a affaire à un détective qui est un mauvais chrétien, enfin, je déclare mauvais chrétien, mais il habite Enay, donc clairement, il est mal barré pour faire fi de la religion. Et puis, il a 6 enfants et un chien. Et le chien joue un rôle quand même assez considérable dans cette aventure, y compris dans le dénouement. Oui, j'ai pensé à Milou, d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. Moi, j'ai vu tout de suite que ce chien, dans les langues du Sud, s'appelait mon chat, en fait, le chat. Il s'appelle El Gato, mais c'est le chat. Il y a une bonne raison. Alors bon, on va dévoiler un des secrets. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal, parce que c'est un vrai personnage, El Gato, oui. Et il a un flair redoutable, et je pense qu'il sent les choses un peu comme un chat.
Oui, mais tout à fait. Les chats, ils regardent les itinéraires, les passages et tout, ils remarquent tout. Oui, c'est vrai. Les ambiances aussi. Il ressent les choses. Et Nacho Obispo, donc le détective privé, se préoccupe beaucoup de la santé mentale et de l'équilibre psychologique de son chien, de manière à ce qu'il ne soit pas trop bousculé par les événements. Et puis ça sert un peu d'alibi pour aller... on prend le chien et on l'embarque pour faire des visites et tout ça. Ça m'a fait penser à la voisine qui est un top modèle, donc une femme d'une beauté redoutable. Et va-t-il succomber à cette beauté? Ça me fait penser à ceux qui ont besoin d'un chien pour aller se promener en période de pandémie, quand on nous enferme. Et il y en a beaucoup qui ont pris des chiens. Donc je me suis dit, c'est peut-être qu'il a écrit ça pendant le confinement et que... Alors, ça a été écrit, en fait, effectivement, durant l'année 20. Je crois que je l'ai terminé le 8 mai 20. Mais comme ça se passe en décembre 19, il n'est pas question de masque ou de pandémie. Et donc, on circule librement dans Lyon. En revanche, dans la deuxième enquête, ce n'est pas une trilogie ou quoi que ce soit, ça va être probablement une succession d'enquêtes, puisque le personnage de Nacho Obispo semble assez populaire. Eh bien, dans le deuxième, on porte des masques. Il y a un des témoins qui l'interroge qui est covidé, etc. Donc, le roman suivant sera vraiment le roman du confinement et de la vie au temps du confinement, avec ceux qui respectent le port du masque, ceux qui ne respectent pas les consignes sanitaires et autres. Et c'est une autre démarche. Et j'espère que le 3, qui est en gestation, eh bien, aura dépassé le stade de la pandémie, quoi. Là, je ne voudrais pas faire de remarques, mais pour un écrivain qui glisse beaucoup de choses anticléricales dans ses romans, c'est quand même la Sainte Trinité. Là, tous les romans s'écrivent par 3. J'avais pas pensé à ça. Mais il y a le 7. Là, clairement, je suis en train de mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, je ne peux pas parler du 3. On va parler du 1 d'abord. On va parler du 1. En queue de cortège, eh bien, on parlera du 2, simplement. Oui, mais il y en avait eu 3 avant, donc on reparlera des 3. Je sais, mais les 3 avant avaient non seulement 4 personnages identiques, mais une sorte de suite dans leur vie. C'est-à-dire que c'était 3 années distinctes pour chaque aventure. Et ça s'appelait donc effectivement des crimes et des routes. Ici, chaque enquête va s'appeler Salsa Picante, le moineau de Bellecour. Le deuxième va s'appeler Tirage gagnant, le moineau de Bellecour, etc., etc. Donc, le fil rouge va être le moineau de Bellecour, c'est-à-dire la personne de ce détective privé, Nacho Obispo. Mmh. On parle de lui ou est-ce qu'on parle du crime? Qu'est-ce qu'il a prévu, notre lecteur? Le crime. On aurait pu commencer par le crime. On commence par le crime. Alors, écoutez bien, et lyonnais surtout, écoutez bien, ça va vous rappeler des choses. Alors, il faut quand même situer les lieux. À quel moment ça se déroule? Alors, ça se déroule donc le 5 décembre 2019, en pleine fête des Lumières. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas le samedi, ce n'est pas le week-end de la fête des Lumières. Il y a un peu moins de personnes sur la place Bellecour. Mais en revanche, le spectacle est complet. C'est-à-dire, c'est le même spectacle qu'on va voir quand il y aura des millions de gens dans les rues de Lyon. Quoi, et on l'a vu en plus. Et on l'a vu, donc on est attentif. Elle, c'était une belle blonde. Une très belle blonde, habillée un peu trop court, compte tenu de la température extérieure, en dépit de la fourrure claire qui lui couvrait les épaules. Il émanait d'elle l'aura d'une reine amène, accessible et sereine malgré sa beauté. Sa dégaine de top modèle détonnait au milieu des insectes plus ternes, vacants à leurs petites taches et se tortillant sous les arbustes de lumière. D'abord parce qu'elle était grande, ensuite parce qu'elle était trop belle et qu'elle savait où elle allait. La blonde venait de la librairie de Citre ou de la rue Boissac et se dirigeait vers la place des Jacobins. Elle arrivait à hauteur de la statue de Louis XIV quand les tiges vertes sont passées à l'orange, lumière changeante comme un feu tricolore. C'était une transition élégante, un fondu enchaîné, chic et tranquille. Et c'est là que le drame a eu lieu. 2 trottinettes, ces plaies qui transforment nos trottoirs en champs de mine, sont arrivées subrepticement derrière elle. Une VOI puis une lime pilotée par 2 escogriffes trapus encagoulés de noir. Les témoins ont dit que l'un était plus grand que l'autre.
Le premier a foncé sur la fille comme un aigle sur sa proie, sans aucune hésitation. Il l'a renversée et s'est enfui à fond d'accélérateur, sans autre bruit que le cri de surprise de sa victime. Ensuite, l'autre l'a heurtée à son tour, la roue avant la première. Il ne s'agissait pas d'un choc fortuit. Elle ne riait plus. L'agresseur est tombé sur elle. Il n'avait pas de visage dans l'ombre. Il s'est penché sur la victime, tel un vampire suçant le cou d'une vierge, presque tendrement. La foule s'était instinctivement écartée. Pour tous les témoins oculaires, il s'était agi avant tout d'un accident causé par deux malautrus incivils. Les parents s'étaient arrêtés net, anxieusement. Mais certains riaient du burlesque de la situation en admirant les jambes bronzées et galbées traînant à terre. Fondu enchaîné à nouveau. Les tiges oranges sont passées au rouge en même temps que le sang s'échappait de la gorge de la victime allongée au pied de la statue. On n'a jamais vu la lame qui aurait pu causer une telle dévastation et un tel chaos. Personne, sinon l'assassin sans doute. Le gamin, ça n'en était pas un au final, s'est relevé et s'est mis à courir à toutes jambes vers les quais de Saône. Les gens se sont encore reculés, ne sachant que faire, alors que le sang continuait à couler, gargouillis sans effet dans le concert de musique douce enveloppant la place. Personne n'a songé à l'arrêter. Quelqu'un a enfin réalisé que la blonde était en train d'y passer, entre ombre et lumière, une agression sans grand geste et sans violence affichée. Et l'a tué, a-t-on entendu. Un autre s'est précipité pour comprimer la plaie ouverte, la carotide béante pour contenir la mort qui s'en venait. Une troisième a dit « Je suis médecin, laissez-moi l'examiner ». On aurait dit que la blonde tenait à calmer le jeu, hoquetant. Elle se redressait, les yeux révulsés, elle voulait parler. Comme si rien de tout cela n'était grave, comme si rien de dramatique ne s'était passé sous les yeux de 1000 personnes anonymes massées sur Bellecour ce soir-là, 1000 témoins d'un meurtre en place publique. Initialement, personne n'a compris ce qu'elle essayait de dire, avant que des silhouettes floues ne la transportent jusqu'à l'hôpital Grange-Blanche. Elle est finalement parvenue à articuler plusieurs mots, à susurrer une succession de syllabes sensées. Ce n'était pas du français, mais de l'espagnol. Avant de passer de vie à trépas, la blonde a prononcé très distinctement les paroles suivantes. Salsa picante. Voilà. Bravo. On est rentré dans le vif du polar, le crime. Tout à fait. En direct. Tout à fait. Donc maintenant, il faut greffer un détective privé sur cette affaire. Alors, il se trouve que la blonde qui vient de mourir dans l'extrait qu'a lu André, eh bien, c'est sa voisine de palier. C'était sa voisine de palier. Et donc, sa femme insiste, sa femme qui s'appelle Marie-Caroline, Maca, insiste pour que Nacho mène l'enquête. Or, c'est à 1000 lieues ses préoccupations quotidiennes, parce que Nacho a une seule et unique spécialité. Il observe les gens à distance, il les photographie, et il est chargé de dénoncer les couples infidèles. La filature d'adultère. La filature d'adultère. Et on en apprend sur l'adultère dans la région. Alors, voici une sorte de cartographie de l'adultère. Il a beaucoup travaillé, Jean Ducru. Il a beaucoup d'expérience. Non, j'ai aucune expérience sur la matière. Je ne sais pas, j'interroge. Selon les populations, l'adultère rencontre un traitement différent. Certains préfèrent se charger des filatures eux-mêmes. Ils usent aussi de manière plus expéditive pour solutionner leur embarras. Ils crient ou hurlent, tapent ou tuent. Si le problème est réglé, je n'ai évidemment plus rien à faire. Ma clientèle à moi vient principalement du cœur de la cible, des 2 premiers arrondissements et du 6e, puis du 2e cercle, de Sainte-Foy jusqu'à Villeurbanne. Je n'ai pas de clients à Valmy ou Grand Clément, ni à Corbat ou à la Duchère. En revanche, dans les bourgades au-delà, de Mézieux à l'est jusqu'à Cully et Cully à l'opposé, il y a plus d'argent et plus d'infidélité qu'ailleurs. L'oisif et l'oisive aiment tricher et se donner du frisson. Ils n'ont que cela à faire. Et puis, on compte d'autres cercles encore plus éloignés comme Saint-Cyr ou Vourles, où les bêtes à cornes abondent. Bref, tous ces cocus viennent au centre-ville de Lyon pour rencontrer un privé miséricordieux qui pourra les écouter avec la mansuétude d'un confesseur, puis leur confirmer ce qu'ils craignent.
Par conséquent, mon adresse est le fondement de mon marketing. Bellecour se vend mieux que les Minguettes, c'est indéniable. Abandonner Bellecour, ce serait perdre une partie conséquente de mon gagne-pain, irrémédiablement. Voilà, numéro 24 pour la place Bellecour. Numéro 24, ou pour ceux qui ont des problèmes, qui veulent consulter. Oui, alors là on est dans le ton du roman, du polar. Il y a un crime, mais il y a quand même plein de petites choses en arrière-plan qui commencent à nous être contées. Des petites observations sociologiques. Déjà, le personnage. Alors, ce personnage qui parle à la première personne, il a donc un nom bizarre qu'il hérite de ses grands-parents, de sa généalogie un peu rouge, on va dire. Rouge. Clairement, c'est un héritier de républicains espagnols qui ont fui l'Espagne sous Franco et se sont réfugiés en France, terre d'asile. En revanche, donc des républicains, mais il fallait quand même un choc des civilisations en quelque sorte, et aussi bien le père que le fils rencontrent en fait des épouses qui ont des noms à particules. C'est-à-dire que là, on est projeté en tant qu'étranger dans l'intimité des nains, en quelque sorte. Mmh. Et puis il y a le grand-père qui est toujours en fond d'écran, là, le grand-père, le Pépé Canari, je crois, c'est ça. Oui. Alors il est extraordinaire. Benearo. Oui, qui est extraordinaire parce qu'il a toujours des sagesses, des maximes, des sentences à dire en espagnol. En espagnol ou en français, espagnol traduit toujours. Oui, c'est toujours traduit. Mais je sais que c'est en espagnol parce que la phrase commence par un point d'interrogation à l'envers. Donc, c'est pas courant chez nous. Donc. Oui, tout à fait. C'est vrai. Tout le long du roman, il y a ces points d'interrogation qui ouvrent les phrases. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On parle quelle langue? Oui, oui. Et puis, pour moi, le grand-père est aussi un artifice qui me permet de faire passer des messages peut-être un petit peu plus virulents. J'ai un personnage qui est foncièrement bon, et qui ne peut pas se permettre de critiquer trop ouvertement. Et donc, c'est le grand-père qui lui sert de repoussoir, en quelque sorte. C'est le grand-père qui prononce des oukases contre tel ou tel groupe, etc. Mmh. Et Nacho, lui, garde sa naïveté. Nacho, c'est un peu candide, quoi. Mmh. Et le grand-père, c'est Pangloss, voilà. Alors, les voilà installés dans la société lyonnaise. Donc, 2 générations où donc ces révolutionnaires ou ces transfuges donc vivent à Lyon, épousent des dames avec des particules et qui sont bien pensantes. Parce qu'à Lyon, on est bien pensant. Il y a la basilique qui nous protège. On remercie Marie le jour du 8 décembre, le jour où il y a le crime d'ailleurs. Donc, une tradition catholique. Oui, il est clair que Nacho baigne dans un fond de bénitier et il est... alors, c'est là qu'il est, pour moi, assez héroïque, en ce sens qu'il assume parfaitement ses contradictions. C'est-à-dire qu'il va clairement dire « je suis agnostique » ou « je suis même athée ». Il n'ose pas tout à fait le dire, on va dire. Mais dans le même temps, eh bien, il est victime de son éducation et de tous les stéréotypes qu'il a pu croiser dans sa vie. Et par conséquent, sans en avoir l'air, il va se signer. Alors, personne ne le remarque, sinon les autres. Ce sont les autres qui lui disent « mais, monsieur Obispo, vous vous êtes signé ». Oh non, je n'ai jamais fait le signe de la croix, moi jamais. Et en fait, si, bien sûr. Donc, il assume parfaitement ses contradictions. Mmh. Il assume aussi ses contradictions de bon époux, père de 6 enfants, et puis aussi ce top modèle qui lui tombe dans les bras, pas la morte, mais une autre. Et là, bon, c'est en clair, le spécialiste de l'adultère goûte à la chose. Il pêche. Il pêche. Il plonge et il pêche. Alors justement, ce personnage du moineau, moi je disais en apporter l'autre jour, j'en discutais, je le vois pas. J'arrive pas à voir physiquement. Autant dans le roman, les personnages, je les vois. Les top modèles, elles sont croquées. Elles sont mieux décrites. Mieux décrites. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, on va pas s'interroger plus. Et le personnage de Maca aussi, la concierge, parce qu'il va y avoir la concierge très importante, les gens du quartier, les
les policiers qui ont des facettes aussi. Ils sont bien écrits, je les vois. Et le Nacho, je ne le vois pas. Alors Nacho, je l'avais conçu et il reste comme ça dans la deuxième enquête, comme Monsieur Tout-le-Monde, en quelque sorte. Je ne voulais pas qu'il ait trop de... D'abord, il se raconte à la première personne, donc il ne va pas se regarder dans un miroir et dire « je ressemble assez à ça ». C'est Monsieur Tout-le-Monde et par conséquent, tout lecteur peut s'identifier à ce détective privé. C'était vraiment le but et je le respecte et ça va être tout le temps comme ça. De même que, je ne sais pas s'il y aura plus de 3 histoires ou 4 ou 5, que sais-je, mais Maca aura toujours le même âge, Nacho aura toujours le même âge, les enfants auront toujours le même âge. Ça, c'est bien, c'est bien. C'est un peu... C'est pratique. Voilà, c'est pratique parce que sinon... Ouais. Je ne suis pas tout à fait, un petit peu quand même là-dessus. Parce que ce qui déroute un peu, je trouve, c'est que c'est quand même c'est un enquêteur, quoi. Bon, nous sommes à la télévision accablés de policiers de tous ordres, des hommes, des femmes de tous âges, qui sont généralement des techniciens. Des gens encombrés ou de spécialistes qui sont autour d'eux, avec des gadgets, il y a même une série dans laquelle on voit une enquêtrice qui est accompagnée d'une jeune fille ou une jeune femme Asperger qui a donc des qualités extraordinaires. Oui, ça c'est comment dire, c'est le prototype scandinave, ça. Oui. Tandis que Nacho, c'est un flic très très à l'ancienne, quoi. On le voit nullement avec c'est des... C'est même pas un flic. Il est très intuitif. Il est très intuitif et puis il faut pas oublier quand même que dans ce premier roman, il fait ses premières armes en tant qu'enquêteur criminel, on va dire. Dans le deuxième, il est déjà plus aguerri et il va le montrer. Mais il y a quand même autour de lui un microcosme intéressant avec 3 inspecteurs de Berliet et un commissaire. Et ce commissaire... Marius Berliet, enfin Marius Berliet, donc le centre de police. Le centre de police c'est pas de Lyon. C'est pas l'entreprise de Saint-Priest. Non, pardon. Et donc, il va prendre appui sur... au début, le commissaire Dinandier le regarde de haut, parce qu'effectivement, c'est un petit gars qui prend des photos pour lui, quoi. Et puis, peu à peu, le respect du commissaire va grandir jusqu'à devenir une recommandation pour l'enquête numéro 2, par exemple. C'est-à-dire que Dinandier va dire vous avez besoin d'un détective privé, voici, j'en ai un. Et c'est un type pas banal qui sait raisonner et qui sent les choses. C'est un véritable petit limier. Voilà, alors pour le personnage de Nacho, c'est bien qu'on ait des points de vue différents. Et tous les lecteurs ont des points de vue différents aussi. Alors, disons qu'en tant qu'habitant d'Ainay, j'habitais rue Victor Hugo, au coin de la rue Salat. Donc, j'avais moi-même un œil extérieur, n'y étant pas né ou quoi que ce soit. Et par conséquent, je voulais absolument qu'il y ait un regard extérieur. Donc, j'ai pris le regard d'un étranger. Mais l'étranger, c'est un petit peu moins, quelque part, quoi. Et ça me paraissait important, parce que on se croise tout un tas de populations dans Ainay. Il y a les bons chrétiens, et les bons chrétiens, ce sont les gens qui fréquentent assidûment toutes les églises de la presqu'île, qui ont généralement pas beaucoup d'argent, sinon les appartements qu'ils possèdent. C'est un petit peu le cas de la famille de Nacho. Et puis, il y a aussi donc ce sont les bons chrétiens, et puis il y a les moins bons chrétiens, on va dire, c'est-à-dire ceux qui circulent dans tout Lyon, avec ces SUV, ces gros machins là, qu'ils garent absolument n'importe où. Et ceux-là, ils n'ont pas 6 gosses, ils n'ont pas 8 gosses, ils en ont 2. Ils ont la paire royale et puis c'est tout, quoi. Donc ça, ce sont les 2 types de population. Ces gens-là sont friqués, ils se fréquentent aussi bien au golf qu'au tennis, et puis ils s'entraident. À un moment, il y a une banquière qui dit dans le roman « Nous sommes une espèce en voie d'extinction ». Et je le pense sincèrement. Le contre-pied de ça, c'est toutes les populations immigrées de la presqu'île.
ceux qui, font tourner les rouages, les mécaniques. Alors bon, vous avez Mohamed qui est le patron de la brioche dorée. Ensuite, vous avez le livreur de pizza Bachir. Et vous avez le teinturier arménien. Victor Hugo, ça c'est des gens de la rue Victor Hugo. Et ce sont des gens de la rue Victor Hugo, de la place Ampère, etc. Ah, ouais. Et ensuite, donc, vous avez évidemment les concierges. Alors, dans Presqu'île, et toutes les concierges sont portugaises. Alors, moi, j'avais envie de prendre justement notre concierge, Raquel, était portugaise, et puis, bon, concierge de métier, gardienne d'immeuble, comme on dit. Et donc, j'avais envie de dire que cette génération montante d'immigrés était là, pas pour faire de la simple figuration, pas pour servir, mais aussi pour se servir. D'où l'intérêt d'avoir cette concierge portugaise qui, mise en bourse, va acheter un appartement à vil prix, le restaurer et le vendre deux, trois fois son prix. C'est un petit peu ça aujourd'hui. À Lyon, je lisais ce matin qu'il y a eu 60% d'augmentation de l'immobilier en 10 ans, quoi. Bon, voilà. Donc, tous ces gens-là alors, ça donne une sorte d'impression, une sorte d'impression de fin de l'Empire romain, où les barbares envahissent la place. Oui, avec les fonds de pension qui ont récupéré quand même tous les... Et ça aussi, immeubles. Les Chinois. Alors, et les Qataris, etc. Dans le livre, on se retrouve à la brioche. Non, c'est la brioche. Oui, la brioche dorée, je crois. Hein. Non, la cloche, pardon. Ah, le restaurant. Je suis à la brioche, moi, c'est l'heure de manger. Donc, alors, le restaurant philosophique de la cloche. Qui a failli partir à un moment. Ça avait manifesté tout ça parce qu'il a failli être éjecté. C'est un des derniers. La pizza rue Pizet, là, qui était là depuis 35 ans, elle est partie il y a un an. Et partout, tous les lieux qui étaient les lieux anciens de Lyon, ils ont été rachetés par les fonds de pension et déménagés. C'est fascinant d'observer ça. Avec des loyers qui sont montés à 1000, 3000 euros, je ne sais pas combien, donc les gens ne peuvent pas suivre. Donc c'est une transformation du quartier aussi dans les deux sens. Bien sûr. Et donc tous ces gens qui sont évoqués, là, donc les épiciers, là, tout ça, c'est des gens sans qui il n'y aurait pas de vie dans le quartier. Non, il n'y aurait pas de vie. C'est eux qui tiennent c'est pas les antiquaires de la rue de la Charité, de la Charité, etc., qui font tourner le mécanique. C'est pas ça du tout. Est-ce qu'on continue sur ce sujet ou on se fait une petite pause? André veut prendre la parole. À propos des lieux, là, on a entendu une brillante explication sur la population, sur les différents éléments de la population. Moi, j'ai été frappé à la lecture du livre, que j'ai lu avec un grand intérêt, par le très grand nombre de noms de lieux. Je me suis dit, mais ça c'est Modiano, ça. Mais chez Modiano, les noms de lieux, c'est un peu proustien, mais enfin c'est du Proust détourné, quoi. Les noms de lieux renvoient à des quantités à des périodes anciennes, ce sont des lieux que des gens qui ont disparu ont fréquentés. C'est une façon de ressusciter les gens et de ressusciter le passé. Ouais. Et ici, il y a un très grand nombre de noms de lieux. Alors évidemment, nous qui sommes lyonnais, nous sommes nés à Lyon, nous y vivons depuis 80 ans, nous connaissons tous les lieux. Mais il y a une telle insistance dans les noms de lieux que ça doit avoir un sens. Oui, ça a un sens. Pour moi, en tout cas, il y avait un sens. C'est-à-dire qu'en basant cette narration, cette histoire, dans un réel complètement établi, où on peut parcourir les rues de Lyon, de passer d'une rue à l'autre très naturellement, eh bien, je voulais, moi, construire une réalité complètement alternative. Numa Sadoul, que vous connaissez, l'homme de théâtre et le spécialiste de la BD, disait que c'était une presqu'île complètement fantasmée, et c'est tout à fait le cas. Parce que, à part les mendiants et leurs chiens sur la place Carnot, eh bien, les habitants sont quand même très, très caricaturaux. Donc, j'avais besoin d'avoir un fond réel stable et bien établi, de manière à pouvoir construire mes caricatures qui sont complètement... C'est pas du réel du tout, on est bien d'accord. Non, on va en prendre quelques-unes après. Okay. On écoute une petite musique. Qu'est-ce qu'il nous a choisi, Bernard?
ils sont d'accord, ils se consultent, voilà, et va venir donc une petite salsa, j'avais mis en premier. Une petite pause musicale, voilà. Une salsa caliente, alors, pas piquante, hein, parce que... Piquante. Ella era una mujer que a muchos hombres había engañado, pero un día vio un hombre con un beso la traicionó. Ese hombre nunca había querido y por eso fue que para Peña lloró. Y dicen que los años como la nieve fueron pasando, ella seguía llorando por ese amor que nunca llegó. Ay, Juana Peña, ahora me llora y no te quiero yo. Digo que Juana Peña, niña, ahora, un saludo en toda voy a Willy Colón. Pero necesita ahora, porque quiero brindarle mi canción, señora. Pero no llore ahora. Que te fuiste y me dejaste. Las lágrimas se están desfigurando. Todita la belleza de su cara. Exposition et actualité des bons livres, les auteurs se racontent. Ah, j'ai cru que la salsa, on allait être épuisé là. Donc,
C'est que c'est ça qui ressemble C'est parce beaucoup à des qu'on a- musiques de carnaval. On a en trop plus. dansé, c'est pour On ça. a trop dansé. Il y a les cloches, il y a les tambours. On se croirait dans les... Oui, alors revenons à Aînay. C'était la folie dans le studio. Oui, c'était la folie. Alors revenons à Aînay, parce qu'on est quand même avec Maca, c'est-à-dire Marie... voilà, là, Caroline de Bussy-Charette. oui, mais elle a un prénom. Marie-Caroline Bussy-Charette. Voilà. Mon Alors. épouse à moi s'appelle Marie-Caroline Obispo, née Bussy de Charette. C'est une bonne chrétienne qui tient régulièrement des permanences en sacristie en face de chez nous, puis à l'accueil de Saint-François de Sales, en haut de la rue Auguste-Comte. Il y a probablement plus d'églises ici que dans l'immense Est lyonnais industrieux. Assomption, Immaculée Conception, Sacré-Cœur, Notre-Dame, Lyon, la très catholique, au destin de laquelle officie un primé de la Gaule qui protège les balais bleus de ses soudards. Ce dernier point est une pomme de discorde entre ma femme et moi. On joue à guichet fermé pendant 3 jours. Quand je me risque à ce genre d'humour, ça est le procès du même cardinal Barbarin. No comment. Maca, c'est mon amour d'enfance. Je l'ai rencontré bibliquement au lycée des Lazaristes, mais on s'aimait depuis la 6e. Si ce n'avait été les Lazos, ça aurait été les Chartreux, les Jésuites, les Dominicains, ou l'une de ces écoles catho plus ou moins sectaires, une autre source de désaccord entre nous, qui pullule entre les pentes de la Croix-Rousse et le sommet de Fourvière. Voilà, ça y est, on a fait la connaissance de Maca. Présentée comme ça, c'est vrai qu'elle est comme une image, les petites images qu'on distribuait pour les communions autrefois, elle est pas parfaite. On n'a pas dit qu'elle avait 6 enfants, si, on a dit tout à l'heure, par ordre alphabétique. Alors. C'est des noms de saints, oui, ça, effectivement. tous ces enfants? En fait, je n'ai rien inventé là. J'avais, étant gamin, un instituteur qui s'appelait André Mercier, dans la bonne ville de Feurs. Et Monsieur Mercier avait 3 enfants, 3 filles. Il faisait que des filles, ce monsieur. Et on dit que les bons amants font essentiellement des filles. Enfin, bref. Donc, Monsieur Mercier, les 3 enfants s'appelaient, les 3 filles, Anne, Blandine et Claire. Et je me suis dit, tiens, il était archi-catho, ABC, mais un peu révolutionnaire. Oui. Donc là, elle est allée, Nacho, il a forcé un peu plus, parce qu'on est allé jusqu'à la lettre E. Alors voilà, donc... Et une lettre atypique. Et une lettre atypique, parce que bon, il y a donc dans l'ordre Ariste, Bathilde, Cédriane, Donatienne, Enguerrand, et là... la belle-mère de Nacho, qui était trop impatiente, voulait absolument donner le nom de son confesseur au petit dernier. Et il s'appelle Tancrède, comme le cher confesseur de la belle-mère dont on ne... Confesseur. Peut-être un peu plus que confesseur. Oui, j'ai l'impression. Hein. Enfin, en tous les cas, ce passage, cette description, elle est parfaitement anticléricale, Monsieur Ducreux. Vous signifiez que dans la ville de Lyon, le clergé a plein d'affaires, ce qui est vrai d'ailleurs. Ouais. Je suis chrétien, j'ai été baptisé, etc. Comment dire mais il y a... Et je crois foncièrement que la philosophie du Christ est une belle chose, mais je suis absolument outré par tous ces excès qui sont à condamner et à dénoncer. C'est templier de la pédophilie. Mais exactement, oui. Je trouve ça très, très gênant et je pense que on devrait reprendre cette philosophie et lui donner un nouveau lustre qui ne soit pas celui de... Oui, puis là, dans le roman, ça relaie tout ce qui relève du franquisme, en fait. Hein. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai. C'est-à-dire que lui, républicain, mais ces tensions qu'il évoque entre son épouse et lui-même, sont presque naturelles, sont presque le ferment d'un bon couple, mais où les époux se respectent, et puis simplement, Maca gobe tout ce qu'on lui fait gober, alors que Nacho est un peu critique. Mais sans être virulent à nous. Critique et mal informé quand même sur
la situation matrimoniale. On s'aperçoit quand même que dans cette belle famille, on a oublié de lui dire certaines choses, surtout le jour où il se retrouve évincé de l'appartement. Oui, il est éjecté de et son sa propre femme appartement. en garde à vue. Et sa femme en garde à Et vue. sa femme est en garde à vue. Oui. C'est-à-dire que là, sa famille est directement impliquée, pas vraiment les enfants, encore que. Ils subissent un petit peu les pressions de la police. Sa femme est emmenée en garde à vue et il va y avoir des tensions telles que Nacho va quitter le domicile familial et se réfugier où, eh bien, chez la voisine défunte qui a dit salsa picante, ou alors ça va permettre de découvrir un certain nombre de choses aussi dans cet appartement. Alors il a tout lieu pour enquêter, et cette fois-ci, il quitte la filature et il part en enquête. Il part en véritable enquête, mais avec, comme le disait André, avec une naïveté absolument consternante. C'est-à-dire, par exemple, il va se pointer dans un club de salsa qui est tenu par des gens qui ont un pédigré, disons, contestable, et après, on lui fait la peau, en quelque sorte, dans une ruelle sombre du côté de la gare Saint-Paul. Bon, il n'est pas du tout équipé pour cette enquête au départ, mais il arrive quand même à résoudre tout ça. Oui, parce que l'enquête rebondit, il y a quand même un certain nombre de fausses pistes dans la bonne tradition des romans policiers. On commence par suspecter cette malheureuse épouse qui est incarcérée. Pourquoi ? Il y a beaucoup d'éléments qui sont à charge, finalement. Il y a beaucoup de rebondissements, effectivement, dans cette affaire. Et puis on passe chez des Colombiens un peu suspects, et puis on passe... Alors, on aborde clairement le trafic de drogue, oui, ça il faut le dire, oui. Et puis le trafic de drogue lui-même n'est qu'une étape vers des régimes, vers un parti politique d'extrême droite. Ben oui, il y a à la fois un étudiant d'extrême gauche et puis le représentant d'une tribu, j'allais dire, d'extrême droite. Ah oui, le parti gaulois radical appelé Pagara, ce qui permet un jeu de mots, Pagala. Nous passera. Et puis je dirais que ça fait partie des rebondissements de l'enquête, mais je pense que jusqu'au bout de ce bouquin, il y a des surprises, y compris dans la page finale. Et il y a toujours des surprises chez moi dans la page finale. Rappelez-vous Pharaon, par exemple. C'était quand même une méga surprise, un méga retournement dans la page finale. C'est des belles chutes. Ce sont de belles chutes, c'est-à-dire que, on en avait parlé, je crois, il y a 3 ou 4 émissions. Je construis mes intrigues vraiment de manière extrêmement rigoureuse. Et quand j'arrive à un certain... Et ensuite, j'écris en linéaire. Je rédige. Mais très très souvent, au milieu de mon bouquin, je vais rédiger l'épilogue et les chapitres finals. Voilà. Avec un petit goût pour les chapitres en chiffres romains, quand c'est pas en latin, sur d'autres livres. Ici, alors il faut quand même que vous avez devant vous, n'est-ce pas, un beau bouquin, c'est un bel objet. Il est beau, oui. Et alors ça, je le dois à ma rencontre avec un éditeur rhône-alpin, un Caladois, qui s'appelle Damien Corban, et qui est un type qui avait adoré mon texte, et je savais qu'il saurait le pousser et bien le traiter. Il a fait faire à un graphiste que je trouve très doué, qui s'appelle Éric Martin, une couverture qui est remarquable, qui représente la statue de Louis XIV. J'ai eu la chance de faire une belle rencontre, là, oui. Et c'est une nouvelle collection, ou peut-être qui s'appelle Terre Lyonnaise, donc j'imagine Terre Lyonnaise n'est pas du tout une nouvelle collection. C'est pas une nouvelle. J'entre dans... je crois que nous sommes 3 à Polar dans cette collection. Monsieur Corban, Damien Corban, a créé cette collection il y a déjà un petit moment. Et donc, ce volume s'inscrit dans les lyonnaiseries autant que dans les polars, quoi. Oui, lyonnaiserie, c'est un joli terme, parce que vous êtes quand même, quand même plus proche de Frédéric Dard que de la princesse de Clèves. Alors, voilà. Alors c'est effectivement le bouquin rencontre un joli succès critique, et Numa Sadoul, dont je parlais tout à l'heure, m'a dit, mais on dirait du Frédéric Dard, quoi. Et je voyais pas de filiation. Moi, je connaissais que les San Antonio essentiellement, donc. Et puis un auteur reconnu dans la région,
m'a dit que il avait reconnu des touches burmastiques. Alors moi, j'ai jamais lu aucun Nestor Burma. J'ai vu quelques télés avec Guy Marchand, et puis c'est bien tout, quoi. Oui, Guy Marchand, il pourrait lui ressembler, Guy Marchand. Alors, voilà. c'est bien qu'on revienne à ça, parce que finalement, ce personnage sans contour bien défini, eh bien, j'en ai trouvé un, en fait, qui serait le comédien José Garcia, comme on dit. Hein. Et puis en plus, il a un nom espagnol. C'est pour ça, il a un nom espagnol. Il est tout trouvé pour interpréter Nacho Obispo. Et moi j'adore José Garcia, et jusque dans ses excès, quand il était avec Philippe Gildas et Antoine Decaune dans l'émission dont je ne me rappelle plus le titre, dans les années 80-90. Hein. Comment dire, il faut qu'il joue, s'il doit jouer un truc comme ça, il faudrait, mais bon, c'est pas ma décision évidemment, qu'il joue tout à fait premier degré. C'est-à-dire que c'est un rôle à interpréter premier degré, complètement. Alors, les langues dans ce livre, parce que bon, il y a les points d'interrogation en début de phrase, c'est l'espagnol, ça? C'est l'espagnol. Est-ce que c'est portugais aussi, non? Non, c'est pas portugais. Est-ce que c'est portugnol? Alors, portugnol, eh bien, comment dire, c'est le portugnol. Parce qu'il y en a du portugnol. Voilà, là. c'est ça, une sorte de sabir qui peut être parlé plutôt par les Portugais d'ailleurs, par les Espagnols, simplement parce que, vous savez, la parenté est vraiment très étroite entre espagnol, portugais, voire italien, de l'autre côté, et par conséquent, ils arrivent assez bien à se comprendre, sauf que le portugais a quand même un accent qui est un petit peu plus difficile à discerner. Je parle du portugais du Portugal, non pas du portugais du Brésil. Parce qu'au Brésil, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile à comprendre. Beaucoup plus facile à comprendre. Il n'y a pas les chointantes à la fin. Il y a des chointantes du côté de Rio de Janeiro, mais pas forcément ailleurs. Ouais, mais ça danse, par contre. Oui, ça danse. Ça danse aussi, c'est beau. C'est plus musical. Ouais. Mais Portugal. donc, je sais que personnellement, je suis pas un très bon hispaniciste. Simplement, quand je vais au Portugal, et même quand je vais en Italie, je parle espagnol, on comprend très bien. Par contre, je dois faire répéter les portugais. Mmh. Alors le pépé Canari, je sais plus comment il s'appelle. Benearo. Oui. Qui est un nom typiquement canarien. Oui, et lui, il a plein de maximes et de trucs, mais elles sont d'origine, celles-ci, ou elles sont encore... C'est tout inventé par l'auteur, encore, ça? En langue, même en langue? 80% sont inventés par moi, oui. Mais vous parliez de la toute fin, de l'avant-dernier chapitre où je parle du français, c'est ça, non? Bon, on en parlait. Il est prêt, oui, mais c'est plus sérieux le chapitre sur le français. C'est intéressant parce que. Mais le Pépé Canari, oui, moi je redis. Donc il a plein de phrases et de maximes, d'aphorismes qu'on pourrait recueillir et puis garder, parce que c'est les... Oh, ben il y en a certains qui sont pas de moi, quand même. Oui, hein. Ouais, c'est piqué à droite, à gauche. C'est piqué à droite, à gauche. Quand il y a une source attestée, eh bien, je le dis, par exemple... la Bible, par exemple. Oui, voilà, la Bible ou autre, effectivement. Il y a le tortionnaire vénézuélien qui, lui, dit une chose que j'adore, mais que j'ai tirée d'une chanson brésilienne, c'est le bonheur a une fin et la tristesse n'en a pas. Ça, j'adore ça. Je trouve ça très beau. Et comment il le dit en espagnol? Hein? Non, c'est du portugais, ça. Portugais. C'est Tristeza not un film. C'est un soldat, ouais. ça. Oui, c'est ça, quoi. Mais je ne me rappelle plus le début. Oui. Alors, là, chez beaucoup d'écrivains, de grande ou de petite taille, on voit des réflexions sur l'usage de la langue. C'est-à-dire qu'effectivement, le Pepe Benearo triture un petit peu la langue française, qui n'est pas la sienne, qui parle pas à son... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'écrivain lui-même, en chemin, à un moment, s'explique sur son art, quelque part, ou explique les difficultés qu'il a à se coltiner avec la langue. L'écrivain ici présent voilà, ça donne des choses comme ça. Avec son art. Pépé Canari avait coutume de dire une chose assez semblable, pétrie de la même sagesse. Plus tu intelliges, plus tu deviens intelligent. Il avait une façon toute à lui de mettre le français à son service et non l'inverse, car le français vous asservit, si l'on y prend garde, avec ses contraintes et ses règles.
Il vous subjugue ensuite par ses passe-droits et ses exceptions, vous inféode sans votre accord à l'aide de ses prérogatives grammaticales tant redoutées. Il vous plaque sous la férule plurielle de ses oukases lexicaux et vous nargue enfin de la supériorité insupportable de ses plumes célèbres. Le français est un Mustang, un cheval sauvage, futé, revache, retors, indocile et rebelle. Une dictée française est une dictature, car antidémocratique par nature, qui vous broie un élève, le relègue à son rang, lui donne une leçon d'humilité. La langue de Molière, Racine, Rousseau et Voltaire, rendez-vous compte. Et puis de Corneille, et j'en passe. Bernardo Obispo estimait que c'était aussi une langue de moineau, comme les autres, ni plus ni moins. Je lui avais demandé s'il ne pouvait pas dire « plus tu penses, plus tu deviens intelligent ». Si, bien sûr, mais ça ne sonnerait pas très canari. Et puis, tu n'aurais plus rien à raconter à tes amis plus tard, m'avait-il répondu en souriant. C'est joli, hein? J'aime bien, j'ai une tendresse pour ce bébé canari. Moi-même, j'avais une adoration pour mon grand-père. Donc, ouais, ça me touche, ça. Oui. Ouais. J'ai très bien lu, André, comme d'habitude. Alors, non, mais c'est intéressant. On ne va pas reprendre les querelles sur la Covid ou le Covid qui ont eu lieu dans les sacro-saints de la langue française, parce que c'est du même ordre, quoi. Il est bien évident que je suis d'accord en grande partie avec ce genre de déclaration. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai terminé l'enquête numéro 2, le moineau 2, le 5 ou le 7 avril. Et aujourd'hui, je suis capable de livrer toutes les corrections. J'ai 10 personnes qui me pilotent, corrigent un peu quand je m'égare, mes excès, etc. Et je termine par un agrégé de lettres et par une fille d'une association, une informaticienne absolument brillante, d'une association qui s'appelle Mensa, si ça vous dit quelque chose. Bon, et c'est une fanatique d'orthographe. Mais alors, sans mentir, avec un texte relativement propre, comme vous le constatez, elle va trouver 250 à 300 remarques à faire. Et justifiées, évidemment. Oui. C'est-à-dire, trait d'union ci, pas là, etc. Une extrême rigueur, l'agrégé de lettres, lui, va me dire, écoute, bon, très bien, ton détective, il se balade, il fait une accumulation principale, entrecoupée de virgules, etc. Mais là, il faut quand même que tu t'arrêtes, parce que tu en as 5 de suite, ça suffit, quoi. Et puis, il va me dire aussi, tel ou tel personnage, il fait l'élision du « ne », c'est-à-dire il va dire « tu fais pas », et non pas « tu ne fais pas ». Et tout ça, c'est des textes de justesse. Et Catherine arrive derrière, et alors... Oh, c'est encore de plein de trucs, quoi. Et c'est une dictature. Moi, je pense que la langue est un élément j'allais dire presque de division sociale. C'est-à-dire que on va... si on ne respecte pas ces dernières traditions, la dictée de Pivot, qui est un homme admirable, que je respecte, évidemment, et tout ça, ben, pour moi, c'est too much. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des réformes récentes sur... Ça va, on voit disparaître des accents circonflexes, des choses comme ça, mais c'est pas assez. On peut écrire événement et pas événement comme avant, par exemple. Voilà, mais on est d'accord que c'est un petit peu pinaillé, ça, quand même, non? C'est la langue. Mais, moi, politiquement, je pense que ça a une grande importance, quoi. Hein. C'est comme en langue allemande, par exemple, ces 4 déclinaisons qui marquent les phrases, c'était simplement pour distinguer les uns des autres socialement. Celui qui avait l'extrême justesse de la langue, eh bien, est au-dessus des autres. Hein, oui, ça c'est un peu amui en allemand. Le Hochdeutsch, en plus, il y a le Hochdeutsch. C'est-à-dire le Hochdeutsch en plus, oui. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'il y a d'autres langues qui ont quand même procédé à des révolutions, même des aménagements, par exemple, je peux citer l'espagnol, parce que l'espagnol, le mot philosophie, s'écrivait avec PH. Bon, tout ça, ça a disparu, c'est FF. Le suédois a procédé de la même manière.
Mais les Suédois, on connaît le rôle de leader sur le plan politique et social des Scandinaves en Europe, c'est pas pour rien, quoi. C'est-à-dire que en 1905, eh bien, ont disparu tous les cas de déclinaison qui étaient hérités de l'allemand, absolument toutes les formes verbales. Donc pour dire je suis, tu es, etc. Il y a une seule unique forme, jag är, du är, han är, toujours. Mais si on enlève la déclinaison, il faut modifier donc la syntaxe. Non, pas du tout. On fait sujet, verbe, objet. Il n'y a pas de souci. Ouh là là, on vire sur un sujet de spécialiste, là, la langue. Non, pardon. André, vous n'auriez pas dû me lancer là-dessus. On va dire que ce polar, il est formidable, enrichissant, on découvre plein de choses. On n'en a pas tout dit, parce qu'il y en a 250 pages, c'est ça, hein, voilà. Peut-être presque 300, non? Ah oui, hein, donc pour calmer vos insomnies... il plaît beaucoup. Dans la période actuelle, et ce marasme que j'évoquais plus tôt, 300 pages. On est, devant un roman feel good. On se sent bien. Oui. À la fin du bouquin, il y a un paquet de lecteurs qui retournent au début pour voir si j'ai pas oublié quelques détails, etc. Et puis il y a de jolies petites choses, donc on est content de les retrouver. On prendrait même des notes si on pouvait. Ah bon. Ce que j'ai apprécié, entre autres, c'est l'espèce d'arrière-fond historique. C'est-à-dire, quand on lit le roman, on s'aperçoit que nous avons une sorte de survol de la période moderne et contemporaine, puisqu'on voit les réfugiés espagnols du franquisme, qu'on voit chez Sepúlveda. La faillite de la banane canarienne. Voilà, les dictatures. On voit ça chez Sepúlveda aussi, par exemple. Ouais. On voit les histoires des dictateurs sud-américains qui sont absolument effrayantes. Ouais. Là, c'est un peu gommé, mais c'est quand même, quand on sait lire, on voit ce qu'il y a dedans. Avec l'extermination. Je voulais pas faire fuir tout le monde, quand même. On voit quand même les turpitudes de la vie française, non seulement avec Barbarin et Prina, mais on voit aussi les liaisons louches entre, par exemple, les Sud-Américains, Nunes, et le ministre des Affaires étrangères. Et les marchés du Golfe, dans les armements. Oui, on voit quand même un monde un peu particulier avec les call girls, la drogue. On voit aussi quand même, c'est pas pour rien que ça s'achève, que le livre s'achève là-dessus, c'est quand même les partis d'extrême droite quand même. Ça s'achève, on a 2 minutes pour le dire, ça s'achève très bien sur une histoire d'amour magnifique. Il faut dire que l'histoire d'amour entre Maca et Nacho est admirable, malgré tout un tas de choses, on est bien d'accord. Hein. Donc, on peut, c'est une belle fin jusqu'à la prochaine édition, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer bientôt, mais il reviendra, Jean Ducreux nous en parlait. Donc, Salsa piquante, Le Moineau de Bellecour, et c'est dans toutes les bonnes librairies. Aux éditions Héraclite. Aux éditions Héraclite, voilà. Et l'auteur, il a un Facebook, il reçoit tous les commentaires, il met voilà, je sais pas pourquoi il me redonne le livre. Oui, je sais pas. Voilà, c'est bien. Bernard, c'est bon. On avait une petite musique, peut-être pour terminer. On a peut-être une minute. Une petite musique d'une hispanisante. Merci de votre accueil en tout cas à tous les deux. C'était un réel plaisir comme d'habitude. Et bonne reprise alors et bon anniversaire Radio Pluriel. Passionnément à mes amis, à mes parents, aux marchands, à monsieur l'agent, je mens tellement, c'en est gênant. Je fais croire que j'ai connu Brad Pitt, d'ailleurs là pas une si grosse, enfin j'aurais su, j'aurais pas venu. En plus les pas si beaux tout nus, à mes amis rien que je mens, à mes amants j'ai tout appris. Finalement me disait Johnny que je t'aime. Toi, t'as du talent, hein? Ah! Merci! Bah moi, je mens depuis, je sais plus quand. Je me suis dit, vaut mieux faire semblant plutôt que de passer pour une cruche. Je fais croire que je suis l'autre fille de Mitterrand. Et pour alimenter le mythe, c'est moi qui ai largué Johnny. Dit, bah, il sort mes travail, les grands. L'été mielleux et l'été chaud. Radio Pluriel, la Radio Pluriel.